Alors Olivier Faure, est-ce que vous avez trouvé Emmanuel Macron alarmiste ce soir? Et j'ai oublié de présenter, pardonnez-moi, Gilles Bernstein, Vous êtes pardonné. éditorialiste On ne le présente plus, c'est pour ça. politique, et Vous êtes évidemment, pardonné. évidemment, qui va m'accompagner dans cette interview. Vous l'avez trouvé alarmiste, Emmanuel Macron? Alarmiste, non. J'ai trouvé qu'il avait, de ce point de vue, des éléments, rien de très neuf en réalité. En fait, tous ceux qui travaillent sur cette question-là le savent. Il y a aujourd'hui un vrai enlisement. Il y a aussi une vraie difficulté pour les Ukrainiens qui sont en situation de- d'infériorité à la fois du point de vue des hommes au combat, du point de vue des armes. On dit en grosso modo qu'on a pour un obus tiré chez les Ukrainiens, c'est 10 obus tirés par l'armée russe. Et donc, il y a un risque d'effondrement, effectivement. Et donc, Ça, c'est un peu nouveau quand même. Enfin, c'est pas nouveau c'est du pas tout à jour fait même, nouveau. mais C'est pas du jour, et c'était déjà connu. Et il n'y a pas eu d'informations nouvelles nourries par la rencontre avec le chef de l'État. Donc, on savait déjà qu'il y avait une vraie difficulté sur le front ukrainien. Il l'a confirmé, et il n'a pas été particulièrement alarmiste. Il a été, je crois, de ce point de vue, sur le constat, on était tous d'accord. Enfin, en tout cas, moi, j'étais d'accord avec lui. est-ce qu'il a bien dit il n'y a aucune limite ni ligne rouge? Ce qui veut dire que la Je regardais France mes est notes prête à l'instant pour voir ce que j'avais noté. Effectivement, il a dit précisément que rien ne devait être exclu, et que si on disait à Poutine qu'il y avait des limites, c'était évidemment un problème en termes de dissuasion. Ça, on peut le suivre. Moi, là Donc où ça, vous êtes d'accord? Dire directement à Poutine, de toute façon, quoi qu'il arrive, comme l'ont dit les Allemands, on n'interviendra pas au sol, d'une certaine manière, c'est lui dire rassurez-vous, Non, rassurez-vous. là, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est que quand on réunit les 27, que le soir, on donne une conférence de presse dans laquelle on explique que rien n'est exclu, qu'on peut même aller envoyer des troupes au sol alors même qu'il sait très bien que ce consensus n'existe pas, et qu'il va se retrouver dans une situation où il va exposer la parole de la France, mais que derrière, tous les pays européens vont dire exactement l'inverse, ça n'est pas créer une ambiguïté stratégique qui est la base de la dissuasion. Si je veux dissuader quelqu'un de venir se confronter à moi, j'ai intérêt à lui dire que j'ai une puissance extraordinaire et que je suis prêt à tout mettre en œuvre. Mais quand on explique ce qu'a expliqué le président français, que derrière, on a tous les alliés européens et américains qui viennent dans la foulée expliquer que jamais, au grand jamais, ils n'enverront un homme au sol. Que se passe-t-il? On ne crée pas une ambiguïté, on crée au contraire beaucoup de clarté, une clarté inédite pour Poutine qui peut maintenant regarder les choses en se disant: j'ai réussi, grâce à Emmanuel Macron, à diviser le front européen à un moment où, au contraire, il faut le fédérer, l'unir et créer un rapport de force qui soit le plus avantageux possible pour la résistance ukrainienne. Mais vous, ok, je comprends ce que vous dites. Vous, est-ce que vous diriez jamais de troupes au sol? Mais je ne dirai rien. D'accord. Voilà. À partir du moment où vous commencez à dire, vous créez non pas une situation d'ambiguïté, mais vous commencez à donner des éléments à votre adversaire. La réalité, c'est qu'il faut qu'un adversaire s'attende toujours au pire. C'est la base de la dissuasion nucléaire. C'est que j'ai un bouton, D'accord. est-ce que je vais l'utiliser ou pas? Si je vous dis tout de suite que je l'utiliserai jamais, forcément, vous allez me dire, dans ces cas-là, je ne crains plus cette dissuasion nucléaire. En revanche, je n'ai pas à vous dire que j'appuierai à telle heure ou tel D'accord, mais jour. sur le fond, ça veut dire que vous êtes d'accord sur le fait que la France ne doit rien exclure. Ça veut dire que je ne dirai rien. Parce que si je commence à dire quoi que ce soit, moi-même, je crée une situation dans laquelle je peux d'abord exposer la France à ce qu'il y ait d'autres remarques qui soient faites. Quel est l'intérêt? Le couple franco-allemand, qui est quand même moteur en Europe, qui reste moteur en Europe. Quand vous avez l'Allemand qui dit, Olaf Scholz qui dit jamais. Quand vous avez tout le sud de l'Europe, quand vous avez même les Polonais qui vous disent que jamais ils ne le feront, quand vous avez les Lettons, quand vous avez les pays baltes, quand vous avez les États-Unis qui disent jamais on ne le fera, quel est l'intérêt d'avoir été chercher cette réponse-là? En fait, nous avons besoin au contraire de maintenir une pression forte sur Vladimir Poutine, lui dire que nous sommes derrière la résistance ukrainienne et que nous ne la lâcherons pas parce que nous croyons que nos intérêts sont en jeu. Et je le dis non pas pour vous, mais pour celles et ceux qui aujourd'hui sont inquiets de cette situation. Il faut leur dire que la victoire de Poutine en Ukraine ne serait pas simplement un problème pour les Ukrainiens, elle serait un problème pour les Européens, elle serait un problème même pour le monde. Très Parce que notre exactement ce que dit le souveraineté... président de la République. Mais il y a des sujets sur lesquels on peut être d'accord, c'est pas interdit. Je dis simplement que la question, c'est pas de savoir si on est d'accord ou pas pour aider la résistance ukrainienne, c'est de dire comment est-ce qu'on le fait. Est-ce que les Ukrainiens nous ont demandé
à un moment quelconque d'envoyer des troupes au sol. Jamais. Ils ont demandé de faire en sorte que nous puissions livrer ce que nous avons promis de livrer. Est-ce que la France livre ce qu'elle a promis de livrer? La réponse, c'est non. Est-ce que la France est parmi les premiers contributeurs à l'effort de guerre ukrainien? La réponse est encore non. Nous sommes les 15e. Est-ce que nous sommes prêts à mettre davantage sur la table? Ce matin, j'ai proposé au président de la République, je lui ai dit une chose très simple. Vous avez aujourd'hui 300 milliards ou un peu moins d'avoirs russes qui sont en France et en Europe. Est-ce que vous êtes prêt à ce qu'on passe du gel des avoirs à la confiscation des avoirs? Le président français m'a dit non. Et moi, lui, il dit, ce serait faire baisser l'attractivité de la place européenne. Et donc, je veux que les investisseurs continuent à venir. Et si on leur dit demain qu'on pourrait éventuellement les confisquer, c'est pas très bon pour notre réputation. Moi, je crois le contraire. Je crois que c'est y compris, non seulement c'est de l'argent, ça éviterait que ce soit les Européens qui financent cet effort de guerre ou les Ukrainiens, que ce soit les Russes eux-mêmes qui le financent, mais je crois aussi une autre chose, c'est que c'est très dissuasif par rapport aux oligarques qui aujourd'hui sont dans le soutien à Poutine parce que leurs intérêts ne sont pas menacés. Si demain ils comprennent qu'ils peuvent perdre 300 milliards, je pense qu'ils réfléchiront à deux fois et que la solution, elle vient aussi du soutien de la société civile russe et des oligarques qui, pour l'instant, ne se sont jamais désolidarisés du chef du Kremlin. Au fond, pourquoi il vous a convoqué, Emmanuel Macron, ce matin? D'abord, il ne nous a pas convoqués parce que moi, j'avais demandé à ce qu'il nous rencontre. Quand il a fait cette déclaration, j'ai demandé à ce qu'il puisse nous réunir parce qu'il n'est pas normal qu'un chef de l'État, même si il a des pouvoirs que nous n'avons pas, prenne finalement à défaut à la fois ses partenaires européens, mais aussi l'ensemble des représentants de la nation. Nous n'avons jamais été informés, ni même jamais été consultés sur des bases qui soient des bases claires, qui nous permettraient d'avancer ensemble. Parce que, y compris la division du pays, c'est pas très bon pour un président français qui vient expliquer qu'il est prêt à aller jusqu'au bout. Mais si, en fait, les Français disent tous on veut pas aller jusqu'au bout, quel est l'intérêt? Ça veut dire qu'il montre une faiblesse. À un moment, il faut montrer de la force. Et pour montrer de la force, il faut pas montrer de division. Quand on veut dissuader, on ne divise pas. Alors, mais des divisions, il y en a. Le Rassemblement national et LFI disent aujourd'hui place à la diplomatie. Il faut négocier avec Vladimir Poutine. Est-ce que c'est votre ligne ou est-ce que vous dites non, il faut faire la guerre, mais non pas avec des troupes au sol, mais en l'armant davantage? Mais négocier avec qui? Avec qui? Moi, je veux bien négocier, mais est-ce qu'on veut négocier sur les bases qui sont celles de Medvedev? 60% du territoire ukrainien comme base de discussion qui reviendrait aux Russes? Ça, c'est une base qui est évidemment impossible à admettre. Et quand les Russes la font, ils savent très bien que ce n'est pas pour négocier. Ils ne veulent pas négocier. Donc, vous n'êtes pas sur cette ligne-là. Mais moi, je suis pour négocier. À un moment, il faudra bien négocier. Mais pour pas maintenant. Je veux bien négocier quand il y a quelqu'un en face de moi qui est prêt à négocier sur des bases qui sont des bases qui ne sont pas juste absurdes. Donc, pour l'instant, je ne vois personne en face de nous pour négocier. Est-ce que le moment venu, il faudra négocier? Oui. Est-ce qu'il faut préparer ce moment-là en créant un rapport de force qui soit le plus favorable possible à l'Ukraine? La réponse est encore oui. Mardi, les députés sont appelés à se prononcer sur l'accord bilatéral avec l'Ukraine. Que voteront les socialistes? Alors, la décision n'a pas été prise. Je ne veux pas, du coup, vous donner une position que je prendrai seul. Mais il faut que ceux qui nous regardent comprennent que mardi prochain, nous ne votons pas sur les déclarations du président de la République. Là, sur cette base-là, vous avez compris que on aurait été plus que circonspect et que, pour ma part, je considère qu'il n'avait pas fait cette déclaration sur les troupes au sol. Sur l'accord? Sur l'accord, à l'inverse, c'est très difficile de venir expliquer que nous sommes contre un accord qui est un accord de coopération, de soutien à la résistance ukrainienne. Donc vous voterez oui, il n'y a pas vraiment de suspense, vous voterez oui. Je ne peux pas dévoiler un vote qui n'a pas eu lieu dans mon propre groupe, mais vous militerez pour que votre parti vote. Vous avez, je pense, effleuré la réponse. Voilà. Vous restez avec nous, Olivier Faure. On va continuer à discuter, on va accueillir nos experts, mais on va se rendre tout de suite à Odessa, parce que pour des raisons de sécurité évidentes, on ne va pas la faire attendre. On va retrouver Maryse Burgot, notre envoyée spéciale sur le terrain. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur France Info. Ce soir, Maryse, Odessa a été visée hier par une frappe qui est tombée à peine 500 mètres du président Zelensky et du Premier ministre grec qui était en visite dans ce port stratégique. Est-ce qu'on sait si les deux hommes étaient visés?
Bon, c'est très clairement un acte d'intimidation. Le missile, vous l'avez dit, est tombé à 500 mètres du président Zelensky et du Premier ministre grec. Cela s'est passé dans un endroit très stratégique, le port d'Odessa, cette ville dans laquelle nous nous trouvons ce soir. Alors les Russes disent avoir visé un hangar dans lequel étaient entreposés des drones navals ukrainiens, une information qui est impossible à vérifier de manière indépendante. Une certitude en revanche, les Ukrainiens sont en train de marquer des points dans cette bataille de la mer Noire. Ils perdent du terrain sur le front terrestre, mais régulièrement, ils réussissent à détruire des navires russes. Alors, les Ukrainiens, pour cela, utilisent des drones navals dont ils augmentent eux-mêmes la capacité. Alors ça ne change rien, en fait, sur le front terrestre, mais à chaque fois, c'est un coup psychologique pour Moscou. Maryse, Emmanuel Macron, et on en parle beaucoup en France, tente de fédérer l'Europe autour de l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine, une idée qui provoque certains remous. Vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous constatez qu'il y a un problème d'effectifs ? Alors, ce qu'on voit surtout, c'est que les Ukrainiens ont aussi un vrai problème d'armes et d'équipement et d'usure. Parce que la guerre dure depuis 2 ans. Nous avons par exemple travaillé aujourd'hui sur les transports de troupes blindées. Ce sont des véhicules qui permettent de transporter les soldats. Eh bien, nous avons vu une quarantaine de véhicules comme cela qui sont hors d'usage. Tout simplement parce que les batteries ne fonctionnent plus. Or, les Ukrainiens ne fabriquent pas ces batteries. Elles doivent être livrées par les États-Unis, mais les États-Unis ne livrent pas. Vous avez le même problème sur les canons qui sont beaucoup utilisés. Les Ukrainiens tirent beaucoup et ils n'ont pas les pièces détachées qui permettraient de réparer. Voilà l'une des raisons pour lesquelles les Ukrainiens ont beaucoup de mal en ce moment sur le front terrestre. Merci beaucoup Maryse Burgot en direct d'Odessa avec Stéphane Guillemot. Merci à tous les deux envoyés spéciaux de France Télévisions en Ukraine. On accueille sur ce plateau Alban Mikosi. Bonsoir, journaliste spécialisé dans les questions internationales, et le général Vincent Desportes. Bonsoir, monsieur, professeur de stratégie à Sciences Po et ancien directeur de l'école de guerre. Première question pour vous, Vincent Desportes. On vient de parler avec Maryse Burgot de ce qui s'est passé hier à Odessa, de ce missile qui est tombé à 500 mètres du président Zelensky et du Premier ministre grec. Maryse Burgot parle d'un acte d'intimidation. Est-ce que vous diriez qu'on est passé tout près de la catastrophe ? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que la stratégie générale du président Poutine est d'intimider, de faire peur. On écoute Medvedev, on écoute ses discours nucléaires. Donc il veut absolument que l'Europe, évidemment, arrête ou diminue son aide à l'Ukraine. Donc on est dans une stratégie absolument normale d'intimidation, de frayeur vers le peuple ukrainien, vers les peuples européens, d'où les messages nucléaires, et là, directement vers le président grec, oui. Il y a ce rapport de force dont on parle beaucoup. Quand vous voyez, Olivier Faure est resté avec nous autour de ce plateau, quand vous voyez le président de la République qui reçoit aujourd'hui les chefs de partis d'opposition et que tous ressortent en disant voilà, qu'ils ne sont pas d'accord avec la stratégie du chef de l'État pour des raisons différentes, mais qui affichent comme ça cette désunion. Est-ce que vous vous dites on n'envoie pas un très bon signal à Moscou ? Alors d'abord, moi je vais pas noter qu'Olivier Faure était totalement en désaccord avec ce qu'a dit le président Macron. Il s'en est expliqué, ça me paraît très bien. On a un problème qui est national. Ce qui est terrible, le professeur Badil disait ici récemment, c'est le parasitage de la politique extérieure par la politique intérieure. Aujourd'hui, on a un véritable problème qui se pose à tous les Français, et à un moment donné, il est bon que les partis politiques, chacun dans sa sensibilité, comprennent que ça n'est pas un problème de politique intérieure, fondamentalement, c'est un problème de liberté, de valeur, et c'est un problème de politique extérieure. Et je pense qu'effectivement, il serait parfaitement dommage que, parce que nous avons ces élections européennes, la politique politicienne prenne le pas sur les intérêts généraux de la France, les intérêts généraux de l'Europe, qui sont bien de défendre l'Ukraine et d'interdire absolument à la Russie de gagner cette guerre. Mais quand vous dites il est dommage que la politique se mêle de politique étrangère, vous visez le président de la République, donc vous dites qu'il instrumentalise ces affaires-là, ou vous visez l'opposition qui le conteste ? Écoutez, c'est un propos général. Moi, quand je vois certains dirigeants de partis qui s'opposent franchement à cette position qui consiste à aider l'Ukraine à ne pas perdre cette guerre, je dis qu'on a perdu le sens commun. On a perdu le sens commun.
Aujourd'hui, chacun des Français, au fin fond des provinces de la France, est menacé par le projet politique obscurantiste de Poutine. Et donc, ça concerne tous les Français. Et on ne doit pas jouer sur ces choses-là. Je crois qu'il faut mobiliser les Français. C'est un peu ce qu'a voulu faire le président Macron. Peut-être certains disent de manière pas forcément habile, puisqu'il a amené un certain nombre de contradictions. Mais le point aujourd'hui est de mobiliser les Français, que les Français ressentent que c'est leur menace. Les Américains disent « freedom is not free », la liberté n'est pas gratuite. Oui, il faut la payer à un moment donné. Il faudra bien que les Français, s'ils ne veulent pas perdre tout ce que la démocratie, tout ce que l'histoire leur a donné, il faudra qu'ils sachent se lever pour défendre ce que nous considérons nous comme le cœur de notre civilisation. Olivier Faure, est-ce que vous considérez que c'est aussi votre rôle en tant qu'un des leaders de l'opposition aujourd'hui de faire comprendre aux Français ce que vient de dire le général Desportes, c'est-à-dire qu'il y a une menace aujourd'hui qui nous concerne au premier chef? Je crois que Raphaël Glucksmann, qui est notre candidat pour l'élection européenne, fait beaucoup pour aider à cette prise de conscience et permettre à chacun de comprendre que ce qui se joue là, c'est effectivement ce que vient de dire le général Desportes, c'est à la fois nos valeurs, nos principes, l'unité d'un continent, enfin d'une Union européenne qui est aujourd'hui presque directement menacée. C'est aussi une menace qui est d'ordre économique. En fait, si demain les terres noires, qui sont les terres les plus fertiles d'Europe, tombaient en les mains de la Russie, ça veut dire que, y compris les cultures de blé pourraient être prises en otage par la Russie et même menacer la souveraineté ou la sécurité alimentaire de nombreux pays. Et donc, il y aurait là un chantage possible de la part de la Russie. Donc, évidemment que nous avons directement, aujourd'hui, une menace qui pèse sur nos intérêts s'il fallait s'en convaincre. Raphaël Glucksmann, pardon. On a à peu près la même idée, je pense. Raphaël Glucksmann dit qu'il faut passer en économie de guerre. Est-ce que vous partagez cette analyse? Et ça veut dire quoi, une économie de guerre? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un appareil militaro-industriel qui, à nouveau, soit en mesure de produire. Quand vous voyez aujourd'hui qu'on produit l'équivalent en obus de ce que l'armée ukrainienne a besoin de tirer en une journée, vous dites que on n'est pas complètement au point et que la menace, elle ne va pas s'interrompre malheureusement avec le conflit ukrainien et que nous sommes peut-être soumis à d'autres menaces ultérieures et qu'il faut... C'est la loi de programmation militaire qui a permis de réarmer depuis en gros 2014-2016. On a commencé à repenser la défense et c'est heureux parce que nous étions habitués à vivre en paix. Et c'était le grand acquis de l'Union européenne. Les grands adversaires d'hier étaient devenus amis et même avaient fondé ensemble un ensemble inédit politique. Et on s'est habitué donc à ce que nous n'ayons plus jamais à vivre sous la menace directe. Et nous avons une armée qui était là pour les OPEX, pour les opérations extérieures, mais enfin, plus jamais le sentiment que nous étions peut-être menacés dans nos intérêts propres. Ça change, et donc cette prise de conscience, elle doit effectivement nous amener à repenser notre défense. Général Desportes, quand vous entendez des responsables politiques parler d'économie de guerre, Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur et à la défense, l'a fait ici même également hier matin, vous dites ça y est, il y a quelque chose qui se passe, on est en train de changer de modèle, d'époque? Il est temps. D'abord, on ne peut que se féliciter de ce qu'a dit M. Breton sur votre plateau l'autre jour, bien sûr. Vous savez que ce qu'il y a le plus difficile à arracher, c'est les vieilles idées. Et aujourd'hui, il faut qu'on comprenne, que les Français comprennent que nous ne sommes plus dans un monde dans lequel 2% du PIB suffisait pour avoir une défense qui correspondait aux menaces. C'est que nous avons changé de menace, que la menace est désormais existentielle. Et pour ma part, je pense que la menace ressemble quand même de manière assez proche à celle que nous avions pendant la guerre froide, qu'il faut probablement penser à revenir à des modèles d'armée qui ressemblent à ces modèles-là. Ça veut dire combien de pourcents du PIB? Écoutez, pour moi, en dessous de 3, on est en dessous de la norme. Et 3,5, les Américains sont à 5, bon, je ne vous parle pas des Russes, etc. Et donc, en tout cas... 6,5. 6,5. Donc, il faut absolument être à la hauteur. On avait une armée qui était bien proportionnée par rapport à ce qu'on lui demandait de faire, par rapport à une menace qui a été définie par Olivier Faure. La menace a changé. La menace a changé, eh bien, l'armée doit changer. Et pourquoi pas, demain, revenir à la conscription. Je rappelle que nous nous sommes défendus contre le pacte de Varsovie sur 2 piliers: dissuasion,
conscription. Et que c'est bien la conscription qui donnait tout son sens à la dissuasion. La conscription, je précise, c'est le service militaire. Le service militaire. Et donc, je pense qu'il ne faut Pour pas... ceux qui n'avaient pas compris le... Il ne faut pas s'interdire en dynamique, comme diraient certains, de se poser un certain nombre de questions. Le paradigme a changé. Nous devons nous-mêmes changer notre mentalité par rapport à notre défense. Olivier Faure, député socialiste, vous seriez prêt à voter l'augmentation du budget Et le retour à la de la conscription. défense et le retour à la conscription Écoutez, on n'est pas encore là, mais ça suppose effectivement... en dynamique? En dynamique, je ne voudrais affoler personne ce soir. On n'est pas encore en train de mobiliser le contingent. Et là, on est en train de... je ne voudrais pas que, par nos extrapolations, on donne le sentiment que nous sommes des va-t-en-guerre et que nous cherchons absolument à créer les conditions d'un conflit qui se généralise. Donc, on n'en est pas là. Mais c'est vrai qu'il faut s'interroger sur notre modèle de défense, sur l'argent qu'on est capable de consacrer à notre défense, parce que qui veut la paix prépare la guerre. En fait, c'est un vieux principe. Mais si vous êtes désarmé, vous êtes tentant pour vos voisins. Si vous êtes armé, en général, personne ne vous agresse. Donc, il y a un principe de base qu'il faut respecter. Alban Mikosi, on parlait tout à l'heure de ce front uni, ou plutôt désuni, qu'on oppose à Vladimir Poutine, à la fois au niveau européen et au niveau français. Vous avez noté qu'à Moscou, on regarde tout ça de très près? Oui, moi, pour bien connaître la Russie, où j'ai longuement vécu, les Russes nous connaissent mieux que nous les connaissons. Les Russes vous connaissent, Olivier Faure, ils savent qui vous êtes, ils connaissent les chefs de parti. Serions-nous capables de citer un chef de parti russe, ou voire même le Premier ministre actuel de Vladimir Poutine? Il y a moins de partis en Russie qu'en France, a priori. Puis Medvedev et Poutine, c'est vrai qu'on en Il y a quelques partis. Et donc les On connaît Russes... les chefs de l'opposition russe, mais enfin, ils sont malheureusement assez rapidement... Le parti Yabloko, le parti de la pomme notamment. Ce qu'il faut dire, c'est que les Russes jouent beaucoup à « Ah tiens, cette semaine, on va attaquer la France. Cette semaine, on attaque l'Allemagne. Cette semaine, on attaque la Belgique. » Là, aujourd'hui, par exemple, ils en ont après les Belgiques. Jour après jour, ces arguments tournent. Lorsque Dimitri Peskov, l'inamovible porte-parole de Vladimir Poutine, dit que la France avance sur le pas de la co-belligérance, est-ce que ça vous inquiète, ou est-ce que vous vous dites c'est de la gesticulation du Kremlin? Il y a une part de gesticulation, évidemment. En fait, ils ont intérêt à systématiquement créer l'angoisse, la peur, parce que c'est ce qui peut nous saisir. On peut se dire à un moment, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre le pied de trop qui va nous entraîner dans une guerre qu'on imagine tout de suite européenne, donc mondiale. Et donc il y a forcément une part de jeu, et Poutine cherche à nous intimider en permanence. Il y a une guerre de l'information, il y a une guerre aussi sur les opinions publiques. Ceux qui ont très bien compris les dictatures, en réalité, tous les régimes autoritaires, et ce que nous ne autorisons pas dans leur pays, c'est qu'il y a une guerre de l'opinion où on cherche à nous faire prendre les vessies pour des lanternes et tout simplement à nous décourager, à nous impuissanter. En fait, c'est ça l'objectif que poursuivent à ce moment-là les Russes. Une petite question très rapide. On va vous montrer une carte. Cette carte, c'est Dimitri Medvedev qui l'a montrée lundi lors de la réunion de la Convention des jeunes nationalistes en Russie à Sochi, convention où Vladimir Poutine est ce soir. L'Ukraine a disparu. Il reste en très gros la région de Kiev et puis d'ailleurs l'usine de Tchernobyl dont les Russes ne veulent pas s'occuper. Et la Russie a pris les 2/3, 60% exactement de l'Ukraine. Et Dimitri Medvedev dit « ça, c'est la base sur laquelle nous sommes prêts à négocier ». Qu'est-ce que vous en pensez? On négocie là-dessus? C'est la preuve qu'il n'a pas envie de négocier. Donc, on ne négocie pas là-dessus? Pas là-dessus. En fait, il y a une forme d'évidence, c'est que si je vous dis que j'arrive sur votre plateau et que je suis prêt, que le Parti socialiste est prêt à racheter en fait pour 3 € France Télévisions, France Info Télé et puis je ne sais quoi. Vous allez me dire, le gars, il est un peu ridicule. Il cherche pas à négocier. Il n'est pas venu avec un prix. Il est venu simplement avec une provocation. Là, en l'occurrence, c'est une provocation et ce n'est pas une volonté d'entrer en discussion. Donc, quand les Russes seront prêts à discuter, il faudra discuter. Mais pour l'instant, ils ne sont pas prêts à discuter. Général, j'ai une question purement militaire. La guerre par procuration, c'est-à-dire celle qu'on mène actuellement en livrant des armes aux Ukrainiens pour qu'ils la fassent. Cette guerre par procuration, pour peu qu'on augmente le nombre et la qualité des armements qu'on leur fournit, est-elle gagnable ou pas? Ou pensez-vous qu'il n'y a aucun moyen
de gagner la guerre sans y aller nous-mêmes, si je puis dire? Alors, je dirais d'abord qu'on ne gagne jamais une guerre et que, d'autre part, il faudrait d'abord définir qu'est-ce que c'est que gagner cette guerre-là. Là, c'est clair. C'est forcer Poutine à rendre les parties du Donbass, les parties du territoire ukrainien. Je ne suis pas aussi sûr que ça. On ne peut pas non plus rentrer en négociation en étant maximaliste. Et donc, gagner la guerre, il faut savoir. Et c'est là où il faudra bien qu'un jour, nous avons dit que c'est notre guerre à nous, Européens. Donc, elle est notre guerre dont nous avons notre mot à dire. Il faudra un jour négocier, mais... C'est pas ma question. Est-ce que vous pensez... Enfin, pour récupérer une partie du territoire ukrainien, en livrant des missiles, en livrant des armes, même meilleures, est-ce que ça suffira? Alors moi, je ne suis pas sûr, pour parler tout à fait technique, qu'un jour, une armée au monde puisse percer la ligne Sourovikine. Toutes les défenses installées dans la profondeur pendant la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit Monte Cassino, les guerres de Caen, la guerre entre l'Irak et l'Iran, on n'a jamais percé ce genre de ligne. Donc je ne suis pas sûr que techniquement, il soit possible de reprendre le Donbass et toute la partie est de l'Ukraine. Mais en tout cas, on peut faire un certain nombre de choses. Et en tout cas, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est évidemment empêcher totalement la Russie de percer le front. Et ça, c'est une urgence immédiate. Il a fait au lac. Il faut le faire tout de suite. Ce qu'on fera après, je ne sais pas encore, mais en tout cas, ça, il faut le faire. Ensuite, pour qu'éventuellement on puisse percer la ligne Sourovikine, parce qu'il s'agit de ça, il s'agit de 20 km de mines avec une densité de mines incroyable, il faut construire des forces ukrainiennes capables de le faire. Nous ne les avons pas. Il faudra au moins un an pour arriver à reconstruire 1 ou 2 corps d'armée, 100 000 hommes, équipés, formés, capables de conduire une contre-attaque, une attaque plutôt, qui peut fonctionner. Il y a un problème de moyens, il y a un problème d'hommes et il y a un problème de formation. Les Ukrainiens ne savent pas manœuvrer au niveau de l'armée. Ils n'ont pas appris à le faire et c'est une des raisons pour lesquelles leur contre-attaque a échoué. Ils forment leurs troupes au niveau de la compagnie. Ils ne savent pas manœuvrer. Donc on voit qu'il y a tout un challenge. Donc il y a 2 temps dans cette manœuvre. Un premier temps, empêcher la percée russe. Ça c'est fondamental, il faut faire tout de suite. Deuxième temps, arriver à créer une masse de manœuvre qui pourra faire 2 choses. Soit éventuellement percer, soit au moins faire peser une menace sur Poutine. Poutine ne négociera que s'il est dans une impasse défavorable pour lui. Donc il faut créer par les armes une solution politique qui l'amène à négocier. Merci beaucoup, Général Desportes. Et merci à tous les précisons quatre. que les images que l'on voyait, c'était celles de blessés ukrainiens qui arrivent sur le sol français. Sinon, on ne comprenait pas de quelles images il s'agissait. Les images qui dataient d'hier. Merci pour cette précision. Alban Mikosi, merci à vous, Gilles Bernstein, et merci à vous, Olivier Faure, d'être venu sur notre plateau ce soir pour évoquer donc la situation en Ukraine.